14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1, vous écoutez Clélie Mathias et c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, chère Clélie. Avec vous aujourd'hui la journaliste au Journal du Dimanche Hélène Roé et le journaliste politique Sébastien Ligné. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clélie Mathias. Merci d'inaugurer cette rentrée d'Europe 1 pour Europe 1 Quel Info. plaisir. En tout cas, je suis ravie également. On va, hélas, commencer par des sujets un peu préoccupants, inquiétants et parler de cet homme qui a foncé volontairement, c'était hier soir, sur un groupe près d'un bar de Caen avec son véhicule. Il a tué 2 personnes, il en a blessé 9 autres. Il a été interpellé. C'est un Russe d'origine tchétchène de 26 ans qui donc a été placé en garde à vue. On écoute les précisions du procureur de la République, Philippe Leonardo. Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat et violence volontaire avec armes. Donc nous avons une personne qui est actuellement en garde à vue. Pour le moment, nous ne sommes pas a priori dans le cadre d'une motivation entre guillemets terroriste, mais les investigations ne font que commencer. Alors voilà, la piste terroriste est écartée, pour le moment en tout cas, selon les dires du procureur de la République adjoint que vous venez d'entendre. Les faits se sont produits après une bagarre. Le suspect a été pris à partie par plusieurs individus et il est revenu avec sa voiture. Et il a foncé sur ces gens qui se trouvaient finalement sous un abribus. Et il a fauché donc d'autres personnes au passage qui attendaient simplement le bus. Hélène Rouet, est-ce que c'est l'illustration d'une ville moyenne, on va dire, française, qui bascule finalement dans des problèmes de sécurité, de délinquance, d'immigration aussi, parce qu'il y a beaucoup de... je l'ai dit, c'est un Russe d'origine tchétchène qui a été interpellé et il a fauché de nombreux Afghans. Oui, bien sûr, cette histoire évidemment illustre plusieurs choses. La première, c'est également l'intolérance totale à l'adversité. Vous savez, aujourd'hui, vous vous baladez dans la rue, il y a une infraction routière, et bien en fait, vous avez quelqu'un qui va sortir de sa voiture, qui va vous menacer physiquement ou alors verbalement. Là, on se rend compte, manifestement, il y a eu une bagarre, et c'est-à-dire que cet individu est tellement énervé qu'il prend sa voiture et qu'il va l'utiliser comme une arme et il va tuer des personnes. Donc en fait, aujourd'hui, on a une intolérance totale, évidemment, donc, dans une société de plus en plus individualiste. Et après, évidemment, vous avez tout à fait raison aussi sur l'insécurité de manière générale à Caen. Je regardais encore les chiffres ce matin. Vous avez augmentation des violences physiques, augmentation des violences sexuelles, augmentation de l'usage et trafic de drogue. Caen est l'illustration également parfaite de toutes ces villes moyennes qui sont désormais gangrénées par la violence, par la délinquance. C'est le mot de Gérald Darmanin, il n'y a plus aucun lieu safe. Et ces villes moyennes en sont évidemment la parfaite illustration. Je reviens sur Hélène Rouet, sur le premier élément que vous souleviez. Et je ne sais pas si on peut comparer, mais vous avez vu aussi ce cycliste qui s'est fait poignarder à Paris. Ça rentre là-dedans. Parce que effectivement... Vous allez énerver quelqu'un sur la route. Avec un camion, avec un véhicule. Vous allez énerver quelqu'un sur la route. Il y a 40 ans, il y avait un différend, on faisait un constat, il y avait éventuellement un mauvais mot, mais ça n'allait absolument pas plus loin que ça. Mauvais mots quand même. Bien sûr, mais si vous voulez, à l'époque, années ou dizaines d'années, il y avait quand même des insultes qui fusaient. Bien sûr, à l'époque, c'était ça, mais à la rigueur, si ça n'était que des insultes, désormais on sort un couteau, on vous menace physiquement, ou alors on vous touche physiquement, et même parfois, on vous tue. Sébastien Ligné. Mais c'est la définition totale et absolue de ce qu'est l'ensauvagement. C'est-à-dire que quand on parle de l'ensauvagement, on parle souvent simplement d'un point de vue statistique. On dit, il y a beaucoup plus d'insécurité, beaucoup plus de faits de violence. C'est vrai, ça rentre dans ce cas d'ensauvagement. Mais l'ensauvagement, c'est aussi quand la violence change de nature. C'est-à-dire que l'insécurité, non seulement elle est de plus en plus nombreuse, même dans les villes moyennes, mais surtout elle est de plus en plus violente, de plus en plus gratuite et de plus en plus irrationnelle. C'est-à-dire que là, quand on explique les faits, il y a quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment un homme qui, parce qu'en effet, il y a une bagarre, un échauffourée, décide de prendre sa voiture pour écraser ces personnes-là. On rentre dans le fait qu'en effet, l'homme ne se contient plus. L'homme a un rapport à la violence complètement décomplexé et qu'il ne sent sans doute plus les répercussions possibles de ses actes. Je pense qu'il se dit, de toute façon, je ne risque plus rien. Et ça entraîne ça. C'est un cercle extrêmement vicieux. Les couteaux, c'est exactement la même chose. Pourquoi il y a de plus en plus de couteaux ? Parce que vous avez aussi des gens qui, par méfiance, s'arment en défense. Moi, je connais des gens qui ont des couteaux maintenant ou des armes dites de défense dans les sacs à main, dans les poches, en se disant il y a tellement de couteaux partout, les gens sont devenus tellement fous, la violence est tellement omniprésente que j'arme et je m'arme en défense. Et vous donc, croyez c'est un vraiment cercle qu'on peut vicieux. Généraliser là, cette violence, ces armes que... Mais bien sûr, tout le monde ne roule pas sur des personnes dès qu'il y a un différend. Mais en effet, si on caricature un petit peu, en effet, il y a 40 ans, ce serait peut-être réglé, ce différend, ce serait peut-être réglé
à l'amiable. Il y a 20 ans, ce serait peut-être réglé par un coup de poing. Et aujourd'hui, ça se règle par un coup de couteau ou par quelqu'un qui fonce avec sa voiture. C'est ça l'ensauvagement. C'est comment la violence change de nature concrètement au quotidien. Donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Évidemment, et en plus ça touche, ça c'est le côté symbolique, mais qui n'est plus simplement symbolique, hélas, parce que les chiffres le confirment, c'est que ça touche toutes les zones françaises. C'est-à-dire que cette idée qu'on a pu entendre que l'ensauvagement, l'insécurité, c'était quand même avant tout dans les grandes villes et dans certains quartiers chauds, dans certaines banlieues périphériques, etc., notamment en banlieue parisienne, ça c'était une analyse sociologique qui était vraie peut-être dans les 80. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus un département qui est épargné. On parle notamment du narcotrafic. Regardez, le narcotrafic est présent dans 8 communes sur 10 et dans l'ensemble des départements français, de la Seine-Saint-Denis à la Creuse. Sur l'ensauvagement, c'est pareil. Heureusement, il y a une élection présidentielle à venir. Et donc peut-être des solutions, des propositions. Hélène Roët, vous y croyez? Est-ce que ça fera un des thèmes? Est-ce que ça sera un des thèmes de cette campagne présidentielle? Et surtout, est-ce que vous voyez des réponses, des solutions à ce que connaissent ces villes? Et encore une fois, là, Caen est un des exemples, mais il y en a d'autres en France peut-être. Oui, alors au-delà de l'élection présidentielle, ça l'était déjà pour les élections municipales. Et c'est vrai qu'il y a des résultats dans certaines villes qui ont pu aussi surprendre. Quand on voit une ville comme par exemple Nantes, qui est gangrénée véritablement par le narcotrafic, par la délinquance. En fait, moi j'avais eu l'occasion en plus de refaire des reportages là-bas. Quand vous interrogiez les Nantais, il y en avait beaucoup qui vous expliquaient qu'ils n'en pouvaient plus, qu'il fallait une alternance. Aujourd'hui, la maire socialiste, c'est Johanna Rolland. Elle a été réélue une deuxième fois, puis maintenant une troisième fois. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de Nantais qui ont été très très surpris de ce résultat assez serré. Et en fait, aujourd'hui, vous vous retrouvez quand même aujourd'hui dans les villes de France où malheureusement, malgré le fait que vous avez à peu près la moitié de la ville qui est pour plus de sécurité, plus de caméras, le fait que les policiers municipaux soient armés, etc., vous vous rendez compte que subit une résistance quand même dans encore beaucoup de villes et notamment les grandes qui sont en prise notamment d'une certaine élite de gauche idéologisée où en fait vous ne donnez toujours pas ces armes effectivement aux policiers municipaux, vous ne donnez pas des armes justement aux habitants pour pouvoir vivre absolument sereinement. Donc je ne sais pas, je pense que la France est quand même encore divisée sur la question. En revanche, une chose est sûre, c'est que pour l'élection présidentielle qui arrive, la sécurité sera de toute façon un thème et l'immigration aussi. Rappelons que ce monsieur à Caen n'était pas français. Alors, pour vous et peut-être pour Sébastien Ligné, je vais vous poser la question et vous donner la parole. Est-ce que ça passe uniquement par la répression? C'est une solution à cette ultra-violence? Ça passe évidemment par un volet répressif. L'idée que la répression seule suffit est évidemment une erreur, mais déjà commençons par la répression. Ensuite, on parlera peut-être du reste. Là où c'est, je trouve, en effet particulièrement marquant, c'est la fracture entre ce que pense l'opinion publique française sur la question de l'insécurité et les réponses politiques qui sont apportées. C'est-à-dire que quand on regarde les priorités des Français, l'insécurité revient dans le top 5, top 6 de toutes les préoccupations. Et d'ailleurs, c'est un des rares thèmes qui est complètement transpolitique. C'est-à-dire que vous avez de la gauche à la droite une majorité de Français qui considèrent qu'il faut lutter contre l'insécurité. Le problème, c'est que les réponses politiques à côté de cela sont totalement insuffisantes. On parle en effet beaucoup plus d'insécurité aujourd'hui dans le débat politique qu'il y a 20 ans, mais on en parle simplement sur le thème du constat. C'est-à-dire qu'en effet, on parle d'insécurité parce que vous avez des hommes politiques qui viennent sur le plateau en disant oui, l'insécurité, l'ensauvagement, c'est pas bien, il faut y répondre. Mais elles sont où les propositions concrètes? De quand date la dernière mesure qui a vraiment marqué l'opinion française où les gens se sont dit tiens, là, il y a une vraie proposition de répression policière ou de réelle sévérité de la justice ou de rééducation, parce que, pardon, ça passe aussi par un volet de rééducation. Quelqu'un qui prend sa voiture pour écraser des gens parce qu'il est indifférent, ça passe aussi par l'éducation. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui a un parcours de vie classique, il ne prend pas sa voiture pour écraser des gens et qu'il a eu une petite bagarre. Donc c'est un volet total, mais on n'en entend jamais parler sur les plateaux aujourd'hui. Et même quand les politiques tentent évidemment de faire passer ce genre de lois qui sont un petit peu davantage répressives, c'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe après de vider les substances de la loi. On se rappelle de celle notamment sur la justice des mineurs de Gabriel Attal qui était quand même très bien amenée et par ailleurs avec de bonnes idées, le Conseil constitutionnel a dit non merci. Puisqu'on parle de sécurité, puisqu'on parle, et vous l'avez dit, d'immigration aussi, vous attendez des propositions. Sébastien Lecornu est à Mayotte et il a fait certaines propositions. Je vous propose qu'on l'écoute. Ce qu'on va décider là ensemble, c'est une militarisation plus importante des approches de souveraineté, un recours au haut du spectre des hautes technologies que la loi de programmation militaire, que les lois de programmation militaire nous ont données, c'est-à-dire des choses qu'on utiliserait peut-être dans d'autres circonstances, mais qu'on va décider de mettre en place ici. Drones, autant de drones tactiques pour les intercepteurs que des drones de longue portée qui permettent d'avoir de la longueur d'avance sur évidemment les départs, ballons stationnaires avec différents capteurs, usage de l'intelligence artificielle,
On est enfin capable, on avait parlé de muraille jadis, on est enfin capable de commencer à la dessiner. Alors, une sorte de militarisation de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Sébastien Ligné, Hélène Rouet. Oh là là, vous avez l'air sceptique. Ça ne vous a visiblement pas convaincu, Hélène. Non, très sceptique, parce que déjà, moi, je me demande, on en a un peu marre aussi de voir défiler depuis des années et des années les ministres, Emmanuel Macron lui-même à Mayotte. Là, notamment, Sébastien Lecornu, il est parti avec une délégation de 6 ministres, dont Monique Barbu. Souvenez-vous, la superbe Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, qui avait filé à Sainte-Maxime pendant les incendies. Eh bien, Monique Barbu, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est grand moyen, grand coup de com', grande délégation et finalement pas beaucoup d'annonces, et surtout pas beaucoup de résultats. Sébastien Ligné. Je vais faire mon premier point pessimiste de l'année, c'est-à-dire que... C'est pas vrai qu'avant vous avez été très optimiste. Sur Non, mais c'est-à-dire que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, mais on va en parler un peu plus en détail. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui considèrent que c'est une bonne idée, qu'il faut se réjouir que le bloc central parle d'immigration et de sécurité, et puis il y a ceux qui vont considérer que ça arrive quand même extrêmement tard, cette histoire. Sébastien Ligné et Hélène Rouet, on reste ensemble pour ce premier débat d'Europe 1 Info de l'année. On continue de parler de la situation à Mayotte, et puis les patrons inquiets en cette rentrée politique, la question de la taxation des successions aussi qui revient. On en parle, mais tout d'abord le journal permanent d'1h30 sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent.